m'appelle Maître Willy Katamboué, je suis avocat à la Cour. Qu'est-ce qu'une recommandation internationale? Une recommandation internationale qu'on trouve par exemple en matière de la législation du travail, c'est un texte qui n'a pas un caractère contraignant. Donc ce n'est pas obligatoire que notre pays puisse respecter ce texte-là. Elle n'a qu'une considération morale, c'est comme la Bible. Une recommandation internationale, c'est comme un verset biblique. Pourquoi les ministres se fondent-ils sur une recommandation internationale pour appliquer la taxe des certifications des téléphones? L'arrêté du ministre, effectivement, nous dit qu'il s'est référé à une recommandation internationale qui concerne un système international de connexion pour protéger les téléphones volés ou contrefaits. C'est quand même curieux que le ministre se soit référé à une recommandation internationale. On n'était pas obligé de respecter cette recommandation-là. Peut-être qu'il fallait un débat au niveau du Parlement. Est-il normal de payer la taxe 24 mois avant les délais de conformité? Ce n'est pas que le système international est mis en vigueur plus ou moins au mois de juin. Et le même arrêté nous dit particulièrement dans son article 11 que tous ceux qui sont détenteurs ou utilisateurs d'un téléphone qui n'est pas conforme aux exigences, ils ont un délai de grâce de 24 mois. Donc on suppose qu'on aurait dû attendre que les gens puissent avoir de bons téléphones portables. Comme ça, ils pouvaient être redevables de cette taxe administrative. Quelle est la procédure pour appliquer une taxe en République démocratique du Congo? La taxe dont vous parlez, elle a été instituée par le Premier ministre au mois de mars. Mais je pense que le décret du Premier ministre n'était pas vraiment davantage développé. Alors on aurait dû prévoir des mesures d'application au niveau du décret du Premier ministre. Apparemment, on a tout laissé au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Ce qui est inquiétant, je donne l'exemple de l'article 12. L'article 12 définit une nouvelle compréhension de l'infraction de faux dans notre pays. Je crois que cette disposition-là relève du législateur. Ce n'est pas au ministre de le faire. Il y a pas mal de mesures qui ne relèvent pas du ministre des Postes et Télécommunications, qui devaient être soit prises par le Parlement, soit par le Premier ministre au niveau du gouvernement, parce que la Constitution lui donne un pouvoir réglementaire qui n'est pas conféré au ministre des Postes et des Télécommunications, au ministre de l'Intérieur ou à un autre ministre. L'arrêté du ministre des PTNTIC est-elle conforme à la procédure? Ce n'est pas un problème de procédure, c'est un problème de contenu. Lorsqu'on essaye d'apprécier la valeur d'un arrêté, pour dire qu'un arrêté est bon, on regarde la forme, on regarde son contenu. Si on regarde les contenus, c'est-à-dire ce qui est dans l'arrêté, il y a pas mal de choses qui ne relèvent pas de la compétence du ministre des Postes. Maintenant, pour ce qui est de la forme, à partir du moment où on a du mal à retrouver cet arrêté au niveau du journal officiel, on a du mal à nous dire en quoi il peut nous être opposable. Opposable, ça signifie que pour que nous puissions respecter cet arrêté-là, il doit être publié dans des conditions légales. En l'espèce, me semble-t-il, ça n'a pas été respecté. Les ministres a-t-il le pouvoir de désactiver tout le monde, y compris les étrangers de haut rang, qui les diplomates? Déjà, il y a un problème qui se pose. Le téléphone portable aujourd'hui, c'est comme la respiration pour nous, c'est comme les transports, on en a besoin. Et il y a l'article 24 de la Constitution qui donne à tout Congolais les droits à l'information, dont les Congolais doivent être informés. L'alinéa 4 de ce même article 24 nous dit que c'est la loi qui organise l'exercice du droit à l'information. Je crois qu'à ce niveau de choses, ce n'était pas au ministre de la Poste de le faire. Je crois qu'on aurait dû demander aux législateurs de le faire. Les enfants mineurs sont-ils soumis à la taxe? Oui, mais c'est aussi ça le malaise. Parce que le décret du Premier ministre du mois de mars nous dit que la taxe frappe les utilisateurs. Or, on sait que parmi les utilisateurs, il y a des enfants mineurs. Je suis inquiet. La République démocratique du Congo risque d'être le seul pays au monde qui donne des obligations fiscales ou parafiscales à ses mineurs. C'est inquiétant. D'autant plus qu'on parle d'un programme Excellencia. Et ce programme-là doit permettre aux enfants congolais d'élever un peu spirituellement et intellectuellement leur niveau. Et là, on est en présence où on leur demande de les priver de l'Internet, qui est aujourd'hui un outil indispensable, non seulement de l'information, mais aussi d'acquisition du savoir, de la connaissance. Combien d'étudiants ou d'élèves aujourd'hui utilisent l'Internet pour faire des devoirs? Alors lorsqu'on nous dit qu'ils seront frappés par cette taxe-là, je crois qu'il y a quand même un problème. L'arrêté est-il publié dans les journaux officiels? Pour être opposable à tous les citoyens. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas publié au journal officiel, ça ne peut pas être opposé et aux utilisateurs de téléphones et aux opérateurs de téléphones. Mais en tout cas, je me suis renseigné, je n'ai pas vu qu'il soit publié au niveau du journal officiel. Cependant, le décret du Premier ministre a été publié au journal officiel. Quelle différence existe-t-il entre la taxe et l'impôt?
Oui, mais cette taxe ici, on a comme l'impression qu'elle prend un peu la forme d'un impôt. Parce que les utilisateurs, quand on compte le nombre de gens qui utilisent aujourd'hui les téléphones, on se rend compte, pratiquement c'est tous les citoyens qui seront astreints à cette taxe-là. Alors je me pose la question, pourquoi on n'en a pas fait un impôt? Parce que le produit de cette taxe est affecté à la RPTC. Alors qu'on aurait dû, me semble-t-il, s'il faut mobiliser, si ça s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie de mobilisation des recettes, on aurait dû envoyer tout ça au trésor public. Mais on donne quand même une grande partie du produit de cette taxe à un service qui est sous l'autorité du président de la République. Pourquoi les ministres des PTNTIC lèvent une taxe au lieu de l'impôt? On allait demander aux utilisateurs des téléphones, comme ils sont nombreux, qu'ils puissent participer à la mobilisation des recettes de l'État. Mais là, on nous dit qu'une grande partie du produit de cette taxe, c'est pour financer les activités de la RPTC. La RPTC a déjà suffisamment de ressources. Parce que quand vous regardez la loi de 2002 portant création de la RPTC, il y a des ressources ordinaires, il y a des ressources exceptionnelles. Alors, combien de personnes travaillent à la RPTC? Déjà, les conseils d'administration, donc les staffs dirigeants, c'est 12 personnes. Si on compte des personnels d'appoint, ça ne dépasse même pas 100 personnes. Avec 136 millions quand même chaque année, on aurait dû prendre ça pour payer les policiers et les magistrats. Est-ce que les opérateurs gagnent dans cette opération? Sont-ils obligés d'accompagner le gouvernement dans cette démarche? Accompagner, je ne sais pas. Mais le problème qui se pose, je constate qu'on leur a demandé un certain nombre d'obligations qui augmentent ou obèrent ou étouffent ou constituent une charge supplémentaire d'exploitation. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui gagne ces opérateurs? On dit que c'est une taxe qui frappe les utilisateurs de téléphones via les opérateurs. Donc les opérateurs doivent s'organiser pour prélever cette taxe-là auprès des utilisateurs de téléphones. C'est un coût supplémentaire d'exploitation. Qu'est-ce qui gagne? Je crois qu'on aurait dû mieux faire en faisant un impôt. Au moins, ils n'allaient pas s'attendre à une contrepartie. Mais si vous demandez aux opérateurs d'avoir des obligations qui ne sont que des obligations administratives, il fallait penser quand même à les rémunérer d'une manière ou une autre ou trouver une compensation éventuelle. Qu'en est-il de la confidentialité des données? Mais c'est ça le problème, parce qu'il y a une procédure, on parle des certifications, donc tous nos téléphones seront certifiés en République démocratique du Congo. Déjà, c'est un pouvoir important. Et ce pouvoir-là, c'est par une décision de l'ARSPT qui est un service spécialisé de la présidence. Quand bien même ce service-là a une personnalité civile, je crois qu'il faut quand même modifier la loi, parce qu'on ne nous parle pas, on ne nous dit pas que l'ARSPT est sous l'autorité de la présidence de la République, mais on nous dit que c'est sous l'autorité du président de la République comme institution. Cela signifie que toutes les informations relatives à tous les citoyens congolais, politiciens ou pas, vont être gérées par un groupe exigu à la présidence de la République. C'est inquiétant. Je crois qu'on aurait dû envisager un service non personnalisé pour la gestion des données qui sont quand même des données importantes et confidentielles pour tous citoyens. Cette taxe est-elle constitutionnelle? Elle n'est pas constitutionnelle. Je crois qu'elle n'est pas constitutionnelle. Elle n'est pas déjà constitutionnelle. Pourquoi? Parce que, premièrement, parmi les utilisateurs, il y a des mineurs. Deuxièmement, ce n'est pas au gouvernement de restreindre les droits à l'information. C'est un droit constitutionnel. L'article 4, l'article 24, alinéa 4 de notre Constitution dit que c'est les législateurs qui organisent cela. Troisièmement, les Congolais ont le libre choix. On nous parle d'un système international à partir d'une recommandation. Ce n'est pas un caractère contraignant. Donc, les Congolais, qui utilisent souvent les téléphones qu'on appelle les téléphones en bois, ce n'est pas une préoccupation pour eux que ces téléphones soient volés ou soient contrefaits. Et puis, il faut tenir compte aussi, et je terminerai par là, par rapport au coût de la vie. On vient de sortir de la crise de la pandémie Covid-19.